Présidente du conseil d'administration, membre fondateur et responsable pédagogique auprès d'Expertige, l'association regroupant les experts et traducteurs interprètes judiciaires en France, Monique Rouzet-Lelièvre, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, nous allons naturellement nous pencher sur une catégorie spécifique de traducteurs et d'interprètes aujourd'hui, celle des experts judiciaires, qui exercent donc la fonction d'auxiliaire de justice. Mais avant cela, comme à chaque interview, on aime bien commencer par explorer les débuts de nos invités. Pouvez-vous donc nous raconter comment vous avez découvert le monde de la traduction et comment votre parcours a évolué jusqu'à aujourd'hui? J'ai toujours été intéressée par les langues, entre autres, parce que j'étais une matheuse physicienne essentiellement. Je me suis d'abord dirigée vers les sciences et puis j'ai trouvé que c'était un petit peu sclérosant parce qu'on ne faisait que ça et rien d'autre. Et donc je suis repartie en fac de langue et naturellement je me suis intéressée à l'interprétation d'abord, puis à la traduction et j'ai donc intégré l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs. Et j'ai donc fait mes études pour obtenir le master de traduction à l'ESIT, tout en suivant des études pour obtenir une licence d'enseignement de l'anglais et un BTS d'interprétation de liaison qui existait alors et qui a disparu depuis. Donc ça s'est fait naturellement, je dirais. Et on l'a déjà évoqué, donc vous êtes présidente, je répète, membre fondateur et responsable pédagogique d'Expertige. Qu'est-ce qu'Expertige? Comment est née cette association? Et quels étaient aussi les besoins ou les motivations qui ont conduit à sa création? Alors, je suis dans le milieu associatif pour les experts traducteurs-interprètes depuis 1986. D'abord, j'ai été membre du bureau du Lunetica, qui est une autre des associations françaises. Et puis, pour des incompatibilités d'humeur, on va dire, j'en suis partie. Et puis, les membres qui étaient dans l'Unetica trouvaient que c'était dommage que je ne continue pas. Et comme je voulais axer mon action sur la formation, parce que il faut être bien conscient que 80% des interprètes, notamment, qui interviennent en milieu judiciaire, n'ont aucune formation en traduction et en interprétation. Donc, Expertige s'est créée avec comme objectif principal la formation. Et puis également la défense des intérêts des experts, bien entendu. C'était ça l'objectif. Et on va revenir effectivement sur la formation, qui est très important. Mais quelles sont déjà les conditions pour devenir membre d'Expertige? Seuls les interprètes et traducteurs assermentés? Alors on n'appelle pas traducteurs assermentés, on les appelle experts traducteurs-interprètes. Donc seuls les experts traducteurs-interprètes et ce qu'on appelle les CESEDA. Alors les CESEDA, ce sont les interprètes traducteurs qui sont nommés par les procureurs de la République des différents tribunaux judiciaires et qui ne doivent intervenir que dans le cadre des infractions au Code de séjour des étrangers et du droit d'asile. CESEDA, Code du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc on ne prend que ces personnes-là, à condition qu'elles aient un numéro SIRET. Nous insistons absolument pour que toutes les personnes soient en règle, ce qui fait que nous avons un nombre limité de membres, parce que là aussi c'est un autre problème, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour la justice et qui n'ont pas de numéro SIRET. Et ça c'est un de mes autres combats aussi. Et puis nous prenons en tant que membres associés des personnes qui sont soit du monde judiciaire, soit du monde linguistique, mais qui s'intéressent énormément à tout ce qui touche le monde judiciaire, en termes de langue. Donc en gros c'est ça, on n'a pas beaucoup de membres associés, mais en gros c'est ça, on a surtout des experts qui sont situés dans toute la France. Et combien de membres comptent actuellement Alors on en a 240 actuellement, à jour de cotisation. Ça évolue tous les jours, si je peux dire. Mais c'est vrai que du coup, on a un nombre réduit par rapport à d'autres associations
qui accepte tout le monde, même sans numéro SIRET. Voilà. Alors, on a vu ensemble rapidement les conditions donc, pour devenir membre d'Expertige. Or, faisons un pas en arrière pour voir quelles sont les compétences et qualifications nécessaires pour devenir interprète ou traducteur expert judiciaire. Et en quoi ce rôle diffère-t-il d'un interprète ou traducteur, on va dire, classique? Alors déjà, dans ma vision des choses, parce que c'est loin de la réalité malheureusement, j'estime qu'être expert traducteur judiciaire, ça implique un niveau de compétence et d'expérience supérieur au traducteur interprète classique. Pourquoi? Parce que les conséquences de nos actes sont beaucoup plus graves que pour le traducteur interprète classique, si je peux dire. On a la vie des personnes entre nos mains. Une erreur de traduction ou d'interprétation peut faire condamner quelqu'un ou faire sortir quelqu'un qui est coupable. Donc c'est pour ça que les compétences sont essentielles. Alors, dans la théorie, si je peux dire, si on se base sur les textes législatifs qui nous régissent, il n'y a aucune exigence pour être expert judiciaire, à part d'avoir un casier judiciaire vierge, ce qui est un petit peu normal, et d'exercer une profession ou d'avoir une compétence en rapport avec les langues. Alors c'est très vague. Il suffit d'être né à Londres, par exemple, de parler anglais. Certaines cours d'appel vont dire, ben, écoutez, il a la compétence puisqu'il est britannique et qu'il parle anglais. Ce qui, à mon avis, n'est absolument pas suffisant. Et si vous travaillez dans le monde de la traduction et de l'interprétation, vous savez à quel point il est important d'être formé et de connaître les différentes techniques de traduction et d'interprétation. Et en plus, nous travaillons en milieu judiciaire, donc il faut connaître les modes de fonctionnement des processus judiciaires dans les pays qui concernent notre ou nos langues. Donc c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai qu'il suffit de déposer un dossier, il y a un besoin, je ne sais pas, vous faites la langue khmer par exemple, il y en a très peu, ben, même si vous n'avez pas de formation, à mon avis, vous serez pris. Alors, l'une des missions principales de votre association, comme vous avez évoqué tout à l'heure, est d'accompagner les traducteurs et interprètes experts dans leur formation continue, qui est une exigence incontournable de leur activité. Tout à fait. Pourriez-vous nous en dire plus sur Expertige en tant qu'organisme de formation? Par exemple, quels sont les sujets, les procédures, les aspects principaux que vous abordez dans vos formations? Alors les textes sont clairs, hein. Nous devons suivre une formation continue sur les procédures judiciaires et le déroulement du procès. Donc nos formations vont être axées sur le droit pénal, puisque c'est essentiellement ce que nous faisons, un peu de droit civil et un peu de droit administratif. Par exemple, nous faisons une formation avec un juge d'instruction qui va nous exposer son rôle et également ce qu'il attend des interprètes et des traducteurs qui travaillent avec lui. Et en retour, nous exprimons nos attentes. Qu'est-ce qu'on attend d'un juge d'instruction qui travaille avec nous? Est-ce qu'il est conscient des besoins que nous avons, des attentes que nous avons? Et est-ce que ces besoins sont compatibles avec les nôtres? Afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente et que tout se passe au mieux, aussi bien pour le justiciable que pour le juge que pour l'interprète. Nous avons une autre formation sur les obligations sociales, fiscales et comptables, parce que nous sommes des travailleurs indépendants, même si nous n'avons pas de numéro SIRET, nous sommes obligatoirement des travailleurs indépendants. On déclare des bénéfices non commerciaux dans nos déclarations de revenus, et il est donc important de savoir comment déclarer ces revenus. Dans quelle case, quelles sont nos obligations, où est-ce qu'on doit s'adresser pour exercer le droit d'option. Là, c'est un peu technique, mais nous avons obtenu que ce ne soit pas le ministère nécessairement qui s'occupe de nos charges sociales, mais que nous, en tant que travailleurs indépendants, on exerce notre droit d'option
et qu'on puisse payer nos propres cotisations sociales auprès des organismes sociaux des travailleurs indépendants, parce que la rentabilité est beaucoup plus importante que ce que le ministère nous propose. Donc voilà pour tout ce qu'on fait. On a fait également la procédure pénale depuis la garde à vue jusqu'au procès. Ça explique aux traducteurs, aux interprètes, tout le vocabulaire, toutes les procédures qui sont très spéciaux, adaptés à chaque situation. On a fait également le droit des mineurs parce que on intervient énormément dans ce domaine-là, l'assistance éducative, tout cela. Et puis également un aspect psychologique puisqu'on a fait une formation avec une psychiatre pour permettre aux interprètes surtout de mettre de la distance avec les situations où ils se trouvent. Parce que il faut rappeler que l'interprète parle à la première personne et que quand la personne pour qui l'interprète dit « j'ai assassiné ma belle-mère », nous disons « j'ai assassiné ma belle-mère ». Et cela a des conséquences importantes sur la psychologie des personnes. Donc il faut apprendre à prendre de la distance, à ne pas s'impliquer émotionnellement dans les affaires et à ne pas avoir d'empathie avec qui que ce soit ou de la haine envers qui que ce soit. Nous n'avons pas d'opinion, nous sommes neutres et on laisse nos opinions et nos valeurs personnelles à la porte du tribunal, à la porte du commissariat. Et ça s'apprend. Et c'est très important parce que nous n'avons pas, nous, contrairement aux policiers ou même aux magistrats, la possibilité de débriefer avec un psychologue, par exemple. Ça n'est pas prévu pour nous. Expertige, lit-on sur votre site, a des contacts privilégiés avec les différents acteurs de la justice, l'École nationale de la magistrature, ainsi que les associations de magistrats et le monde universitaire, notamment les IT, dont la directrice nous avons d'ailleurs eu l'honneur d'accueillir dans notre studio. Le travail effectué en collaboration avec ces différents organismes vise à, entre autres, informer et rester ou être informé. Dans ces collaborations, ces échanges, notamment avec le monde universitaire, cette information avec la I majuscule qu'on cherche à suivre de près et à partager, quelle place occupe actuellement la traduction automatique et l'intelligence artificielle ? Alors pour l'instant dans les formations, alors je pense qu'Isabelle Colomba serait plus à même de vous répondre puisque c'est elle qui dirige les formations au sein de l'ESIT. Je ne crois pas qu'au niveau des formations, vraiment, les personnes aient pris conscience de l'importance que l'intelligence artificielle va prendre dans nos métiers. Alors je suis très sensible à ça parce qu'en dehors du fait que je préside Expertige, je suis aussi au conseil d'administration de l'Association européenne des associations de traducteurs interprètes judiciaires. Et donc nous sommes penchés énormément sur l'importance de l'intelligence artificielle, sachant que dans certains pays européens déjà, des ministères de la justice ont prévu de remplacer l'interprète ou le traducteur par une machine ou par un logiciel. C'est le cas en Tchéquie par exemple, ils ont prévu un dispositif technique qui est censé remplacer l'interprète. Et notre objectif, c'est de démontrer que l'intelligence artificielle a des qualités. Certes, ça va permettre d'accélérer les processus, mais elle ne peut travailler l'intelligence artificielle que si elle a déjà trouvé l'information sur Internet, puisqu'elle se nourrit de ce qu'il y a sur Internet. Et malheureusement, dans le milieu judiciaire dans lequel nous évoluons, il y a beaucoup d'argot. Il y a beaucoup de mots qui sont employés avec un double sens. Il y a par exemple, vous êtes fait des écoutes, la personne va dire « il me faut 10 kilos de riz blanc et 9 kilos de riz noir ». On sait très bien, nous, que ce n'est pas du riz et que c'est plutôt un type de drogue, de stupéfiant. La machine ne va pas savoir ça. Certaines langues sont très peu représentées sur Internet. On parlait du khmer tout à l'heure. Je pense que l'intelligence artificielle aura bien du mal à trouver des informations
des traductions, des interprétations sur le net qui lui permettront de se nourrir dans cette langue-là. Et il y a plein de langues comme ça, hein. Le maltais, par exemple, qui est une langue européenne, il y a très peu de textes en maltais puisque la plupart des choses sont en anglais. Donc ça pose un gros problème, et comme je l'ai dit aux étudiants de l'ESIT récemment d'ailleurs, puisque j'ai le plaisir de les former en déontologie et bonnes pratiques, il va falloir que les traducteurs-interprètes montent en compétences pour atteindre le niveau du traducteur-interprète-réviseur qui existe dans les organisations internationales. Et c'est donc un supra-traducteur, supra-interprète qui devra avoir beaucoup plus d'expérience que les autres, un niveau de compétence supérieur aux autres pour pouvoir détecter les erreurs qui ont été faites par le logiciel ou par l'intelligence artificielle en gros, et qui pourra valider les traductions qui ont été faites. Sinon, ce n'est pas possible. Qui va être responsable en cas d'erreur? Est-ce que c'est le déployeur? Est-ce que c'est celui qui a créé le logiciel? Est-ce que c'est le ministère de la Justice qui nous aura demandé d'utiliser ce logiciel? Est-ce que c'est le juge d'instruction qui sera en charge du dossier? Est-ce que c'est le traducteur? Est-ce que c'est le créateur du logiciel? On ne sait pas pour l'instant. Et la responsabilité, c'est un problème très important, tout comme la confidentialité. À partir du moment où vous utilisez l'intelligence artificielle, mais l'information est diffusée partout. Comment faire avec des dossiers, des affaires qui sont extrêmement délicates, et en plus ça qu'on ne doit pas communiquer avant qu'il y ait eu un jugement. Donc ça pose beaucoup de problèmes, et je pense que beaucoup de traducteurs et d'interprètes, malheureusement, qui n'auront pas les compétences, l'expérience nécessaires, eh bien, resteront sur le bas-côté. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut accélérer les formations et les rendre plus complètes. En France, le métier de traducteur, interprète, expert judiciaire n'est pas réglementé. C'est pas un métier, c'est une fonction. Voilà la raison pour laquelle. Si on voulait réglementer, il faudrait réglementer le métier de traducteur et le métier d'interprète. À partir du moment où la fonction d'expert, traducteur, interprète n'est qu'une fonction, on ne peut pas la réglementer si les métiers qui sont à la base ne le sont pas. Alors nous avons tenté, il y a 20 ans je pense, de faire réglementer l'exercice de la traduction et de l'interprétation. Malheureusement, ça n'était pas dans l'air du temps, je ne crois pas que ça le soit encore maintenant, puisqu'au niveau européen, on veut élargir, ouvrir ces professions, et que donc il n'y a aucun critère. Pour devenir coiffeur, il faut avoir un CAP de coiffeur. Pour être agriculteur, il faut avoir un CAP, un BTS en milieu agricole. Mais pour être traducteur-interprète, il ne faut rien. Et donc, il y a des années, on voyait fréquemment des annonces publicitaires offrant ménage ou repassage et traduction, pour montrer à quel point la traduction était considérée comme un acte tout à fait banal et peu important. Nous avons eu comme candidats sur les listes d'experts une danseuse exotique, un plombier, un brocanteur, qui n'avaient absolument aucune formation dans ce domaine-là et qui pourtant ont été acceptés sur les listes parce qu'ils parlaient une langue qui intéressait la cour. Donc le problème de la réglementation se pose toujours, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui ne veut pas réglementer, qui veut ouvrir au maximum. Donc le problème, je crains fort, va continuer de se poser et la sélection se fera sur les compétences. J'allais vous demander quelles sont les difficultés à rencontrer, mais voilà. Alors, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, les langues les plus représentées ou les moins représentées. Quelles sont, dans le cadre judiciaire Alors, nous avons fait une étude là-dessus parce que dans le cadre des Jeux Olympiques, le ministère nous a demandé à Expertige de former les renforts qui ont été appelés à travailler pendant les JO. Et donc, on a déterminé les langues qui étaient les plus représentées.
Donc c'est l'anglais, parce que l'anglais est universel, bien sûr, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le russe, le chinois. Et puis il y a la langue des signes aussi, qu'il ne faut pas oublier. Qui est une des langues les plus représentées? Oui, oui, oui. Il y a un énorme besoin en interprète en langue des signes, parce que il est normal que ces personnes puissent avoir accès aux services administratifs, sociaux, judiciaires, comme n'importe quel citoyen. Et donc voilà, en gros c'est ça. Alors un petit peu d'allemand, mais pas trop, hein, parce qu'on avait, je crois, 3 interprètes en allemand et n'ont pas été très occupés. Le turc aussi, pendant un moment, était très demandé, un petit peu moins maintenant. Le roumain a été très demandé pendant un moment, un peu moins maintenant. Par contre, nous avons de gros soucis avec les langues africaines, parce que de plus en plus, par exemple, une personne qui vient du Ghana, l'anglais est la langue officielle, mais il va nous demander de parler en tui ou en ashanti. Et là, ça devient très compliqué de trouver des interprètes. Et encore plus, des interprètes qui soient formés. Non seulement formés à la traduction, à l'interprétation, mais aussi à la déontologie en bonne pratique. Il y a des choses qu'on peut faire et plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est pas évident à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel. Justement, j'allais vous demander... Ma question suivante, en fait, aborde la déontologie, les règles de déontologie qui sont fort rigoureuses, strictes pour exercer ce métier. Avez-vous déjà, dans votre expérience, dans l'exercice de votre fonction, avez-vous déjà été confronté à des situations complexes d'un point de vue légal ou à des dilemmes éthiques? Alors, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de dilemmes éthiques parce que j'ai été formée professionnellement, donc je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais j'ai vu des choses qui me choquaient énormément. J'ai vu des interprètes donner des conseils à la personne pour laquelle ils interprétaient en leur disant « tu devrais avouer ça, parce que si tu avoues ça, ils seront plus gentils avec toi ». Ou bien, si tu veux, je pourrais te donner des conseils après pour que tu puisses avoir du soutien. Ce n'est pas notre travail. J'ai vu des interprètes qui s'isolaient avec la personne pour laquelle ils interprétaient. Qu'est-ce qu'ils se disent pendant ce temps-là? Je me mets à la place des magistrats ou des policiers. Qu'est-ce qu'ils se racontent? Est-ce qu'elle donne des conseils, l'interprète? Est-ce qu'il suggère des choses, fait passer des objets, monsieur l'interprète? On ne sait pas. Donc c'est vrai qu'il y a la déontologie d'un côté, puis il y a les bonnes pratiques. La déontologie, c'est impartialité, indépendance. Et quand on dit indépendance, et je pense notamment à beaucoup de mes confrères et consoeurs qui travaillent exclusivement pour le ministère de la Justice, où est leur indépendance? Est-ce qu'ils peuvent refuser des missions? Parce que la plupart me disent, si je refuse, on ne va plus m'appeler, dans ce cas j'ai plus de travail. Là, ils perdent leur indépendance. L'impartialité, la fidélité dans le message transmis, hein, c'est pas... Je dis 1 kilo de mots français pour 1 kilo de mots anglais, c'est pas ça. On n'est pas épicier, mais être fidèle dans le message qui est rendu. Et la prudence aussi, l'humilité. Il faut être prudent. Quelquefois, on se dit, ce terme-là est un petit peu ambigu. Il faut le signaler et dire, écoutez, ce terme-là a ce sens-là, mais il a aussi celui-ci et ça peut orienter différemment la réponse. Et comme ça, le magistrat ou le policier peut reposer une question pour clarifier les choses, plutôt que d'affirmer quelque chose qui n'est pas exact. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis allée dans un cabinet d'instruction pour une première comparution, donc la première fois que la personne vient devant un magistrat. Et cette personne était accusée d'importation, de recel, de stupéfiants.
En fait, l'erreur venait du fait que le monsieur qui était néerlandais utilisait le mot « drug ». Le mot « drug » a deux sens, c'est médicament ou stupéfiant. Et l'interprète, qui n'était pas professionnel, a traduit systématiquement par stupéfiant, alors que lui parlait de ses médicaments. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui, bien sûr. Transcrit, est-ce que vous prenez des stupéfiants? Oui, bien sûr. Ce monsieur n'avait pas de chance parce qu'il venait de la ville de Maastricht, aux Pays-Bas, qui est une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Vous les avez achetés où? À Maastricht. Plateforme très connue. Et puis vous en avez, où ça? Chez moi. En plus ça, vous faites du recel. Et donc tout ça a fait que ce monsieur s'est retrouvé en détention provisoire parce que on n'avait pas fait la distinction entre médicaments et stupéfiants. Et donc c'est grave. Parce que vu la lenteur de la justice, les délais sont souvent longs, donc la personne peut rester en détention pendant plusieurs semaines sans voir un magistrat. Et sans savoir qu'il avait beau raconter à chaque fois « mais ce sont mes médicaments » et tout, mais vu que c'était systématiquement traduit par stupéfiant, il n'avait aucune chance de se faire entendre. Donc être très prudent quand on sait qu'il y a une ambiguïté dans un terme, dans une expression. Par exemple, to teach a lesson, c'est pas forcément tabasser quelqu'un, ça peut être donner une leçon à quelqu'un, mais en lui disant « il ne faut pas que tu recommences ». Mais là, ça avait été traduit également par « il était venu pour tabasser son ami », alors qu'il était venu pour lui donner une leçon en lui disant « il faut que tu arrêtes de m'embêter », etc. Donc les termes ont une importance énorme. Et quand je vois que dans la loi sur l'intelligence artificielle, la loi européenne, il est marqué que la traduction et l'interprétation sont des activités à faible risque, je ne peux que m'insurger parce que je pense que nous sommes des activités à très haut risque. Donc il faut être prudent. Il suffit de penser à cet exemple que vous venez de donner. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres. Il y en a plein. Il y a, dans la salle, on demande qui parle le roumain et c'est le cousin du prévenu qui va faire l'interprétation. Est-ce qu'il est vraiment neutre, impartial? J'ai un petit peu de doute. Et puis il y a les bonnes pratiques à expliquer aux interprètes que par exemple quand on arrive en audience, on ne fait pas la bise à la greffière, on ne donne pas un grand coup dans le dos au procureur, même si on les connaît intimement. Si on est amis avec eux dans la vie, on est dans un endroit officiel, solennel, c'est monsieur le procureur, c'est madame le greffier. On ne commence pas à être familier avec les personnes qui vont juger la personne pour laquelle on interprète, parce que qu'est-ce qu'elle va se dire, cette personne? Mais ils sont tous de connivence. Et moi, comment je vais m'en sortir au milieu de tout ça? Même mon interprète n'est pas neutre. Donc tout ça, ça s'apprend. Et quelquefois, on n'y pense pas. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai fait une erreur quand j'étais très jeune. On m'a demandé de m'occuper d'une petite fille qui avait toujours vécu aux États-Unis, une petite fille de 5 ans, qui ne parlait qu'anglais, qui vivait avec sa grand-mère à New York. Et sa mère était en hôpital psychiatrique, son père était en prison en France, puis il sortait de prison. Et il a voulu récupérer sa fille. Donc on m'a demandé d'amadouer, si je peux dire, un petit peu la petite fille, parce qu'on voulait lui poser des questions, gentiment, comme ça, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et comme elle ne parlait qu'anglais, il ne fallait pas qu'elle ait peur. Donc j'ai passé la matinée avec cette petite fille, à jouer avec elle, à faire des dessins, à parler, à chanter, à danser avec elle, pour qu'elle soit confortable avec nous. Le problème, c'est que le soir, quand ça s'est arrêté, elle n'a pas voulu repartir avec sa grand-mère, elle voulait venir avec moi. Et je me suis dit que là, j'avais fait une grosse faute professionnelle. J'avais oublié, vous savez, le carcan, la distance. C'est une faute professionnelle. Il faut toujours garder de la distance, pas d'empathie, pas de... Parce que mon fils avait le même âge, hein.
Donc, quelque part, il y a un peu un miroir entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, il faut absolument l'éviter. Et j'avoue que dans cette situation, j'imagine que c'était assez compliqué. Oui. Avec une fille de 5 ans... Oui, lui expliquer que non, elle ne pouvait pas venir avec moi, qu'il fallait qu'elle reparte avec sa grand-mère. Mais je ne te reverrai plus. Ben non, tu ne me reverras plus. Et elle pleurait, c'était vraiment triste. Mais ça m'a servi de leçon. Parce qu'après, je me suis bien carapassonnée. Alors pour conclure, en tant que présidente d'Expertige, quels sont vos objectifs prioritaires pour les années à venir? Et est-ce que vous auriez peut-être un mot pour les futurs interprètes et traducteurs experts judiciaires qui probablement vont rejoindre votre association? Peut-être ou peut-être pas. Hein. Ben, pour Expertige, moi, ma vision des choses, mais je ne serai peut-être plus là d'ailleurs, c'est qu'on développe davantage les formations. Maintenant, il y a une obligation également pour les personnes qui veulent se faire inscrire sur une liste de cours d'appel. Elles doivent suivre une formation préalable à l'expertise. Alors, on en a fait une très courte cette année, mais j'aimerais bien développer ça et puis proposer cette formation auprès des cours d'appel pour que les futurs candidats puissent être pleinement informés du rôle qu'ils vont devoir jouer et des obligations et conséquences que tout cela a. Donc ça, c'est l'un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est que le ministère essaie de respecter un petit peu plus les traducteurs et les interprètes. Les délais de paiement sont épouvantablement longs. Là, il y a eu, avec cette absence de budget, je suppose, un blocage total des paiements, des directives données aux services administratifs régionaux pour rejeter un maximum de mémoire de frais. Et donc, nous avons des confrères et des consoeurs qui n'ont pas touché un centime depuis le mois de juin l'an dernier, par exemple. Et quand vous ne travaillez que pour le ministère, ben, si vous n'avez pas de paiement du ministère, vous n'êtes pas payé du tout, mais la vie continue. Il faut payer son loyer, il faut payer son électricité, payer l'école des enfants s'ils sont dans un établissement privé. La vie continue. Et je trouve ça épouvantable quand on nous dit, certains personnels administratifs, non mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez gagné dans l'année, mais quand vous faites des écoutes téléphoniques, 18 heures par jour, pendant le week-end, le soir quand vous rentrez du travail que vous avez peut-être à côté, que vous ne prenez pas de vacances pour traduire les écoutes, pour écouter des lignes téléphoniques, forcément que vous ne travaillez pas que 4 heures par jour. Et vous allez avoir des personnes qui vont travailler 18 heures par jour. Et on nous dit que ce n'est pas possible de travailler 18 heures par jour. Mais si, on a le droit en tant que travailleur indépendant, on peut travailler 24 heures sur 24 si ça nous plaît. Hein. On n'est pas salarié, on n'est pas tenu à des temps de repos. Et puis quand il y a du travail, on ne va pas dire aux policiers, bah, écoute, moi j'arrête d'écouter la ligne parce que, tu as vu, les 5 heures, moi c'est fini. Hein. Il va dire, non mais attends, il va se passer des choses dans la nuit, faut que tu écoutes. Et ça, ils ont du mal à comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait faire, on voudrait obtenir que le ministère de la Justice, comme tous les autres ministères, règle ses dettes dans un délai raisonnable. Le délai légal, c'est 45 jours fin de mois, maximum. Là, on est quelquefois à 2 ans. Et en plus de ça, la loi prévoit qu'il y a une indemnité en cas de retard, avec des intérêts qui doivent être versés. Le ministère de la Justice ne fait pas ça. Et d'ailleurs, s'il le faisait, je crois qu'il serait en faillite au bout de 2 semaines, vu les retards qui sont engendrés. Et c'est pour ça que je dis aussi aux traducteurs, aux interprètes, essayez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Moi, on m'a toujours dit ça quand j'étais à l'ESIT, attention, toujours garder plusieurs domaines d'activité pour que quand il y en a un qui faiblit, ben vous avez les autres qui prennent le relais. Donc ce serait l'un des conseils que je donnerais aux futurs interprètes traducteurs.
Travailler pour la justice, oui, parce que c'est passionnant. C'est enrichissant, c'est passionnant, parce qu'on travaille avec l'humain. Mais en même temps, ne travaillez pas exclusivement pour le ministère de la Justice. D'ailleurs, en tant qu'expert, il est précisé dans la loi que ça ne peut être qu'une activité accessoire, qui ne peut pas être une activité principale. Donc le législateur a déjà prévu ça pour maintenir l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, la prudence, la fidélité des experts. Donc bien sûr, les magistrats, les policiers vont dire « nous on a besoin de gens qui sont disponibles en permanence ». Mais on ne peut pas être disponible en permanence pour la justice, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait plus de personnes formées. Et puis encore une fois, il va falloir que les futurs interprètes traducteurs montent en compétences et se forment, connaissent bien les techniques de l'interprétation, toutes les techniques. Je vois trop d'étudiants qui me disent « moi je fais du consécutif, mais le simultané, je n'ai jamais appris ». Ben, il faut apprendre, parce qu'en justice, ça fait gagner beaucoup de temps le simultané. Et il faut savoir faire une traduction à vue aussi, ça fait partie des obligations de l'interprète. Et il faut se former en droit. On ne nous demande pas d'être avocat, de pouvoir donner des conseils, mais il faut comprendre les procédures et savoir les adapter au système judiciaire de là ou des langues que nous interprétons. Si je prends l'exemple de l'anglais, le droit anglo-saxon n'est pas du tout compatible avec le droit romain. Il y a plein de choses qui n'existent pas. Le juge d'instruction n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Et puis il y a pays anglo-saxons et pays anglo-saxons. Les États-Unis, c'est un droit fédéral, plus tous les droits de chaque État américain. Il y a le droit australien, il y a le droit anglais et gallois, il y a le droit écossais, le droit irlandais, le droit de l'île de Man, et puis tous les droits des pays anglophones d'Afrique, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie. Et puis de plus en plus, l'anglais devient une langue universelle. Donc très souvent, nous intervenons pour des Japonais, des Brésiliens, des Scandinaves, des Pakistanais, des Afghans. Et donc il faut quand même savoir un petit peu, connaître un petit peu leur culture, parce qu'il y a des cultures qui ne sont pas comme les nôtres, et heureusement. C'est ça qui fait toute la richesse de ce monde. Mais un geste, une expression dans un pays peut être interprété différemment dans notre culture et être pris pour du mépris ou pour une affirmation, alors qu'il s'agit simplement de dire « ok, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, j'ai entendu, mais je ne suis pas d'accord ». Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Et puis il est important aussi de savoir qu'un geste comme ça, quelque part, dans des cultures, ben, c'est pas grave, c'est pas un « va te faire voir ». Non, non, c'est un geste comme ça qu'on fait, parce que c'est dans les habitudes. Et ça, c'est à nous aussi de l'apporter, d'apporter cette lumière, parce que nous sommes experts. Donc nous devons apporter un plus aux magistrats et aux policiers. Voilà. Madame Rouzé-Lelièvre, je vous remercie énormément. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée.